De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Le blanc, c'est du travail. On l'a déjà expliqué dans Cartel. Et d'ailleurs, vous le savez désormais, en matière de minimalisme, qui peut le moins, peut le plus. J'avais évoqué, dans une précédente chronique, Jean-Charles Verne. cette réflexion du philosophe italien Giorgio Agamben à propos de la question de la puissance. Et je vais le citer là vraiment très précisément. Agamben écrit « Si l'acte de puissance de jouer du piano est certainement pour le pianiste l'exécution d'un morceau de piano, qu'advient-il de la puissance de ne pas jouer au moment où le pianiste commence à jouer ?» Il écrit, donc il poursuit « Je voudrais proposer alors une définition minimale de la pensée qui me semble particulièrement pertinente. Penser signifie se souvenir de la page blanche pendant qu'on écrit. » Bon, donc là on est très proche de John Cage et de ce que John Cage va réaliser par la suite. John Cage donc, va s'inspirer du vide relatif, des tableaux monochromes de Robert Rauschenberg, pour créer une pièce musicale célébrissime et paradoxale et problématique qui s'intitule 4 minutes 33 et qui va radicalement transformer le cours de l'histoire de la musique. Alors, il faut garder en tête la relativité du vide. Quand on parlait des monochromes blancs de Rauschenberg, on disait mais ils ne sont pas totalement blancs puisque l'ombre du spectateur se projette sur eux. La lumière varie légèrement, il y a de la poussière qui se dépose, donc il se passe des choses. Donc c'est pas totalement blanc. Il faut avoir ça en tête pour envisager, pour comprendre ce qui se passe dans cette partition musicale vide, 4 minutes 33 de John Cage. Parce que ça fonctionne vraiment sur un principe semblable. En 1948, lors d'une conférence qu'il donne dans une université, John Cage annonce son souhait de composer un morceau de silence destiné à être vendu à une société qui s'appelait Muzak et qui incarnait dans les années 40 le summum de la musique commerciale. Et il dit, pendant cette conférence, ça ferait 3 ou 4 minutes de long, le titre serait « Prière silencieuse ». Bon. Des années plus tard, il dit « Je savais que cette pièce serait tournée en dérision ou prise pour une capitulation devant le travail à produire, mais par ailleurs, je savais aussi que si j'arrivais à la produire, cette pièce pourrait atteindre une forme quasi parfaite. Elle procéderait d'un art sans effort. Je doute que beaucoup de gens comprennent cela, même maintenant. » Voilà. Donc même lui, dans ce projet de créer une pièce musicale silencieuse, il est parfaitement conscient du fait que ça va être considéré comme quasiment inacceptable. Voilà. Il est parfaitement lucide de la manière dont ça va être reçu par un public probablement scandalisé et au mieux incrédule. Mais après tout, on peut aussi se dire qu'un chef d'orchestre ne joue pas lui-même tous les instruments de son orchestre. Il se contente d'agiter une baguette. Donc pourquoi est-ce qu'on fustige pas l'activité du chef d'orchestre en disant mais c'est tout ce que vous faites, c'est les musiciens qui travaillent. Vous, en plus, vous jouez une partition que vous n'avez même pas écrite. Vous êtes Mozart. Bon, très bien, vous n'êtes pas Mozart. Vous agitez une baguette devant vos musiciens. Vous essayez de nous faire croire que c'est très difficile d'être chef d'orchestre et que c'est très compliqué d'être un très bon chef d'orchestre. Bon, voilà, donc on peut aller très loin dans la critique de l'absence apparente de travail. Voilà, et on revient évidemment à cette question de la vacuité. On peut d'ailleurs continuer là-dessus, c'est-à-dire que Rembrandt, Gréco, Vinci, qui font travailler des dizaines et des dizaines de personnes dans leur atelier, le maître n'intervenant que très peu dans la finalisation du tableau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de Rembrandt qui ont été dérembrantisés. J'adore. C'est un peu comme dans Ghostbusters, c'est-à-dire qu'il y a des chasseurs de mauvais tableaux qui sont arrivés et qui ont dérembrantisé des Rembrandt parce que tout avait été fait quasiment par l'atelier de Rembrandt. On a enlevé l'attribution à Rembrandt et on l'a remplacé par atelier de Rembrandt. Bon. Donc, tout ça pour dire que la question du travail, parce qu'elle est directement connectée à la question du blanc et du vide, la question du travail est une question qui n'est absolument pas opérante. Tout ça, c'est très culturel. Et à nouveau, il suffit d'invoquer la culture extrême orientale, l'abnégation du calligraphe que j'ai déjà évoqué, l'économie de moyens et de gestes, pour que assez rapidement on puisse retourner tous les arguments et qu'on puisse ajouter très simplement que le silence est partie intégrante de la musique. Et que donc rien ne s'oppose à imaginer une musique qui ne soit faite que de silence. C'est ça le projet de John Cage, qui par ailleurs est un compositeur qui est totalement pétri de culture extrême orientale. Donc le projet c'est ça, c'est de dire que finalement, on peut, comme le silence
fait partie de la musique. Entre deux notes, il y a du silence, même s'il est très court, il y a toujours du silence. On peut très bien imaginer qu'il n'y ait plus de notes et il n'y ait que du silence. Donc, les sources de la pièce 433, on va revenir maintenant à cette pièce, elles sont diverses. La première chose, c'est qu'à la fin des années 40, John Cage va visiter ce qu'on appelle une chambre anéchoïque. Ce sont ces espaces dans lesquels on rentre, qui sont totalement insonorisés. Il rentre donc dans la chambre anéchoïque de l'université de Harvard. Donc, généralement, ce sont des chambres des pièces dans lesquelles on va expérimenter du matériel sonore. On va tester de la hi-fi, par exemple. Voilà. Il n'y a aucun son qui circule dans ces pièces. Elles sont tapissées de ce qu'on appelle des pièges à son. Donc, ce sont des pièces qui ont énormément de relief dans différents matériaux. Et le son ne circule pas. On crie, rien ne se passe. C'est génial. Bon. Il paraît d'ailleurs qu'on ne peut tenir qu'un laps de temps très très court dans un espace comme celui-là, parce que c'est totalement oppressant. Bon. Donc lui, quand il rentre dans cette chambre anéchoïque, il s'attend à être immergé dans un silence absolu, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Et il dit, j'entendis 2 bruits, un aigu et un grave, et quand j'en ai discuté avec l'ingénieur responsable, il m'informa que le son aigu était celui de l'activité de mon système nerveux, et que le grave était le sang qui circulait dans mon corps. Donc il rentre dans cette chambre anéchoïque parfaitement silencieuse, mais le silence est assourdissant parce qu'il entend ses sons internes, les sons de son organisme. Là, il retient donc de cette expérience la certitude que le silence absolu n'est qu'une pure idée confrontée à son impossibilité en tant qu'expérience dans la réalité. Il n'y a pas de silence absolu dans le réel, même dans une chambre anéchoïque. D'autre part, autre source, il y a la philosophie orientale qu'il a précisément étudiée et qui donc constitue un deuxième pôle dans la composition de cette pièce 433. Dans la philosophie orientale, il y a une chose qui est le non-agir du Tao. Alors ça rejoint la puissance de ne pas faire, évoquée par Agamben, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc il y a le non-agir du Tao, qui ouvre donc un champ d'expérience potentiel dans un prolongement musical qui va être celui de John Cage. Et donc dans la possibilité de demander à des musiciens qui sont en situation de jeu de ne pas jouer. Et donc d'utiliser cette, entre guillemets, puissance de ne pas, dont les sources viennent de très loin. Ça vient d'Aristote. Enfin, j'ai parlé d'Agamben, mais ça vient d'Aristote. On le retrouve aussi dans le tout petit roman d'Herman Melville, Bartleby, qui est écrit en 1853, avec cette célèbre phrase que répète à l'envi le personnage principal, qui est un scribe, I would prefer not to, je préférerais ne pas. Qui ne veut pas dire je préférerais ne pas le faire, c'est je préférerais ne pas. C'est vraiment la puissance de ne pas. Je pourrais, mais non. Enfin, c'est possible, mais je m'arrête juste au seuil. Voilà. Bon. Et donc finalement, c'est au moment où John Cage voit les white paintings de Robert Rauschenberg en 1951 qu'il a la révélation. C'est-à-dire que là, il déclare que devant les peintures, il voit comme des aérogares d'ombre et de poussière ou comme des miroirs qui reflètent l'air. Et là, il comprend en fait toute la portée que pourrait avoir une musique silencieuse. Il saisit en fait que tout ce qu'une partition sans la moindre note pourrait signifier, non pas comme dans un statut d'objet vide, mais dans la relation qu'elle pourrait établir avec son environnement immédiat, c'est-à-dire le musicien et l'auditoire. Alors il y a le titre 4:33. Pourquoi 4 minutes 33 ? Alors ça c'est assez énigmatique. Ça peut se référer à plusieurs possibilités. 4 minutes et 33 secondes, c'est la longueur moyenne d'un morceau de musique commerciale. La deuxième interprétation possible, c'est que quand on regarde un clavier de machine à écrire, avec un clavier de type AZERTY, la même touche sert pour le 4 et pour l'apostrophe des minutes, et la même touche sert pour le 3 et les guillemets qui servent à symboliser les secondes. Donc 4:33, ce serait une touche appuyée 2 fois et une autre touche, le 33, appuyée 3 fois. Voilà. Pour le 3 et les guillemets. Donc ça ferait 4:33. Ça, c'est une idée qui a été formulée par un spécialiste de John Cage et qui prend appui sur le fait que l'année où fut composée l'œuvre, John Cage se trouvait en France et qu'en France, les claviers sont AZERTY, alors qu'aux États-Unis, ce sont des claviers QWERTY. Voilà. Donc il avait sous les yeux probablement une machine à écrire française avec un clavier AZERTY, donc le 4:33 viendrait de là, puisque les touches ne sont pas dans le même ordre. Bon. Il y a une troisième explication qui se fonde sur le fait que 4 minutes 33, c'est 273 secondes,
et que 273 secondes, c'est le zéro absolu en température. 0 degrés Kelvin sont équivalents à moins 273 degrés Celsius. Voilà. C'est la température la plus basse qui puisse exister, c'est celle où les particules atteignent leur état fondamental, cessent de s'agiter. Il n'y a plus d'agitation thermique, voilà. On est dans la stagnation, et c'est assez réjouissant comme interprétation parce que on sait que cette température, on ne peut pas l'atteindre expérimentalement, on s'en approche, mais on ne peut jamais atteindre le zéro absolu. De la même manière que Cartel, dans 4.33, c'est ce qu'on expliquera plus tard, par Jean-Charles Verne. le silence n'est jamais atteint de manière absolue. Jean-Charles Verne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.